Bonjour à tous et bienvenue dans des émissions de l'eau dans le gaz. Aujourd'hui, je suis avec Simon Pascal. Bonjour Simon. Oui, bonjour Maëna. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Donc Simon est arrivé en 2023 au Césame, le laboratoire de Nantes Université. Exactement. Et donc c'est un laboratoire, donc Césame ça veut dire chimie et interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation. C'est ça. Laboratoire de chimie pluridisciplinaire. D'accord. Le fer de lance de chimie moléculaire de la région nantaise. C'est un gros laboratoire d'ailleurs à Nantes. Laboratoire, ouais. Et du coup, tu es chimiste, donc chargé de recherche CNRS et spécialiste des colorants proches infrarouges. Et actuellement, ton projet de recherche s'intéresse au développement de ces colorants pour la production d'énergie. C'est d'ailleurs un projet qui est lauréat du dispositif Connect Talent de la région Pays de la Loire. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est des colorants proches infrarouges. Voilà, et comment on est arrivé jusqu'à ce projet de production d'énergie grâce aux colorants proches infrarouges financés par la région. Voilà. Ce qui est important d'imager déjà, c'est le spectre électromagnétique, qui est la frise qui est représentée en haut de la diapositive. Où on voit en fait les gammes des rayons X, de la lumière ultraviolette, visible, infrarouge, et après on va vers les micro-ondes et les ondes radio. Et en fait c'est une échelle d'énergie, c'est le spectre électromagnétique, et les molécules, la matière peut interagir avec ces ondes électromagnétiques de différentes énergies. Et nous, en tant que chimistes, en tout cas dans mon domaine des colorants, on travaille principalement avec des molécules qui vont interagir avec la lumière dans la gamme qui s'étend de l'ultraviolet jusqu'au visible. Plus on va vers la droite, vers les couleurs rouges, plus l'énergie diminue, mais plus ce qu'on appelle la longueur d'onde augmente. C'est ce qu'on nomme en nanomètres, et c'est ce qui nous permet de mesurer la couleur et l'énergie en tant que chimiste et spectroscopiste. Et donc le boulot d'un chimiste des colorants, c'est de développer des chromophores. Alors le chromophore, c'est l'autre nom des colorants, c'est les molécules qui vont porter la lumière, qui vont interagir avec. Et donc on voit que le type d'interaction qui peut avoir lieu entre une molécule et la lumière, c'est tout d'abord l'absorption qui va donner cette coloration aux molécules. C'est ce qu'on voit un petit peu sur les fioles qui a représenté ici. Vous voyez, c'est des colorants qui sont en solution, on dit, donc qui sont dissous dans un liquide. Et également, les colorants peuvent émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'émission ou d'émission de fluorescence, comme ce qu'on voit sur la lumière. Une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut que ces molécules aient des électrons qu'on appelle des électrons pi délocalisés. C'est des électrons qui vont voyager d'un côté à l'autre de la molécule. Et quand la lumière va venir frapper la molécule, ça va engendrer des réarrangements, des mouvements d'électrons qui vont impliquer l'absorption d'une lumière d'une telle couleur et la réémission de telle lumière. Et donc c'est cette ingénierie qui est importante pour savoir avec quelle lumière va interagir la molécule. Et dans le cas des molécules que je développe, des molécules qui s'appellent organiques, principalement constituées d'atomes de carbone, on a aussi souvent de l'azote, de l'oxygène. On va essayer de mettre en jeu des transferts de charge, des mouvements électroniques dans les molécules qui vont leur donner ces propriétés d'interaction avec la lumière. D'un point de vue photophysique, là on entre un petit peu plus dans les détails, ça correspond à une absorption d'énergie par la molécule. Et pour ça, je vous ai pris un exemple tout simple. C'est la molécule de la quinine qui est assez connue parce que c'est un antipaludique qui a été démocratisé au XVIIe siècle, si je me souviens bien. Je vous ai tracé un spectre d'absorption de la quinine en bas à gauche. Donc la quinine absorbe la lumière à 350 nanomètres, c'est dans la gamme UV, donc on la voit pas, c'est pour ça que la bouteille est transparente, elle laisse passer toute la lumière visible. D'accord. D'un point de vue plus spécifique, ici c'est un diagramme de Perrin-Jablonski, ça s'appelle. C'est juste une histoire de quantifier l'énergie absorbée par la molécule. Donc cette énergie, c'est de la lumière. Et en absorbant cette lumière, la molécule va passer d'un état fondamental à un état excité. Cette énergie va exciter la molécule. C'est ça le phénomène d'absorption. Et ensuite, la molécule, pour se désexciter, elle va avoir plusieurs options. Elle va pouvoir chauffer, vibrer et redescendre à l'état fondamental. Ou une autre possibilité, c'est une désexcitation radiative. La molécule va fluorescer. Et lorsqu'elle fluoresce, on a émission de photons de fluorescence qui a lieu à plus basse énergie, donc plus haute longueur d'onde. Okay. Là, dans le cas de la quinine va émettre un photon bleu.
qui cette fois-ci est dans le domaine visible, et c'est pour ça que si on place une bouteille de Schweppes sous une lumière UV, et ben on va observer une coloration bleue, une émission bleue. Il y a beaucoup de colorants dans la nature qui sont visibles à l'œil. Quelques exemples ici, comme le bêta-carotène qu'on retrouve dans pas mal de végétaux. Qui est une molécule qui est particulièrement utile pour la santé, notamment parce que c'est un précurseur de la vitamine A, qui est utile pour la régénération des cellules, la vision aussi. Après, je vous ai représenté aussi l'indigo, qui est une molécule un petit peu plus spécifique, qui est à la base extrait de l'indigotier. En utilisant des procédés chimiques spécifiques, on peut le fixer sur du vêtement et ça va être très dur de l'enlever après. Puis enfin, je vous ai gardé une molécule qui est particulièrement intéressante, c'est la chlorophylle. Qui est une molécule macrocyclique qu'on retrouve en fait dans les chloroplastes, qui est une molécule en partie responsable de la photosynthèse des plantes, donc qui va venir capter la lumière pour après pouvoir utiliser cette énergie pour produire de l'oxygène et de l'énergie pour les plantes. Et donc la photosynthèse, c'est particulièrement intéressant parce que c'est la manière dont la nature a trouvé la stratégie pour utiliser la lumière solaire et en faire de l'énergie. Donc il y a plusieurs familles de colorants qu'on appelle proches infrarouges, donc c'est-à-dire des colorants qui interagissent avec la lumière proche infrarouge qui existe. C'est la famille des polyméthines cyanines. Et, donc c'est des colorants qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils permettent d'atteindre des longueurs d'onde dans le proche infrarouge de manière assez simple, en gardant des structures relativement simples. Je me demandais en fait quand il y a une double que c'est doublé comme ça veut dire que les électrons font des allers-retours. Voilà, c'est ça. Et là, ce qui est important avec cette molécule, c'est qu'ils sont délocalisés symétriquement. Et le fait que cette molécule soit symétrique, c'est ça qui lui donne ses propriétés d'absorption particulières. Et par exemple, on peut utiliser ces molécules pour la bioimagerie optique parce que le proche infrarouge correspond à des longueurs d'onde qui sont utiles pour l'imagerie. Et là, je vous ai donné 4 exemples d'utilisation de colorants proche infrarouge en bioimagerie. Par exemple, on va pouvoir directement utiliser la molécule en spray et pendant une chirurgie. Et la molécule va être conçue pour aller se fixer aux cellules cancéreuses. Et grâce à une caméra qui va enregistrer, qui va pouvoir détecter la fluorescence dans le proche infrarouge, on va pouvoir marquer les endroits où sont les cellules cancéreuses pour aller directement les retirer. Et donc un autre volet particulièrement intéressant, c'est la production d'énergie. Je vous ai représenté le spectre de la lumière solaire qui, après avoir passé l'atmosphère, et on voit que déjà il y a une grosse part de lumière visible qui arrive, mais il y a aussi également environ 45-50% de cette lumière qui est présente dans le proche infrarouge. Et donc il est important d'avoir des matériaux et des molécules qui absorbent cette lumière-là pour pouvoir s'en servir pour créer de l'électricité avec. En gros, la planète peut recevoir en 1 heure une quantité d'énergie qui correspond à ce qui est dépensé par la population mondiale en 1 année, quoi. Et aujourd'hui, c'est les dispositifs émergents qu'on voit là ici, tous ces couleurs un petit peu orangées, et notamment les cellules solaires à colorant, Dye Sensitized Solar Cell, qui sont là les premières encadrées et qui ont été créées en fait dans les années 90 ici à l'EPFL à Lausanne, c'est pour ça que j'ai dit 90. Par un chercheur du nom de Michael Gretzel. Et donc là, je vous ai justement... donc ça, c'est à l'EPFL, c'est ça ? C'est une photo du centre de congrès de l'EPFL, donc à Lausanne, où on voit que les baies... Oui, les vitres, oui, c'est ça. Du bâtiment sont colorées, parce qu'elles sont constituées en fait de ces cellules solaires à colorant. Ouais. Je crois qu'il y a 150 mètres carrés de modules, avec plein de petits modules de 35 par 50 cm, si je me souviens bien. D'accord. Et on voit que c'est une technologie qui permet d'avoir des cellules qui sont un peu transparentes, colorées, donc c'est assez esthétique. Cette technologie présente pas mal d'avantages. Donc on a dit que les rendements sont d'environ 30%, mais dès qu'on va avoir une luminosité faible, on va avoir des rendements qui vont être améliorés. Ça monte jusqu'à environ 30-35%. Et ça permet de continuer à générer de l'électricité s'il y a des nuages, par exemple. Ça fonctionne très bien. Ou même en intérieur
l'intérieur, en fait, on pourra avoir des cellules photovoltaïques dans des pièces qui vont aller récupérer de l'éclairage ambiant, artificiel, pour aller récupérer ces photons pour produire de l'électricité. La conception de ces cellules est assez simple, ça permet d'avoir des dispositifs qui sont légers, qui peuvent être sur des substrats en dur ou flexibles. Ouais. Et puis la mise en œuvre de la fabrication de ces cellules est tellement simple que au final la cellule va redonner l'énergie qui a servi à sa fabrication en moins d'1 an. On les prépare au laboratoire, hein, c'est simple, il faut deux substrats de verre. Et on utilise du verre conducteur qu'on appelle du FTO, donc il y a une petite couche conductrice dessus, sur lequel on va venir déposer des particules d'oxyde de titane. Cet oxyde de titane mésoporeux, il va être en fait le point d'accroche des colorants. Les colorants, c'est les molécules dont je vous parle depuis tout à l'heure. On en a vu quelques exemples qui vont venir s'absorber sur le dioxyde de titane. Donc c'est les petits points rouges là que vous voyez apparaître sur la diapositive. Et du coup, c'est ce qu'on appelle ça une photoélectrode. C'est la partie du dispositif qui va venir absorber la lumière. Et donc on va relier cette photoélectrode à une contre-électrode qui, elle, en fait, présente une fine couche d'un catalyseur métallique qui servira à régénérer le colorant. C'est l'autre côté de la cellule. Et du coup, la cellule solaire, elle est remplie avec un médiateur redox. Donc c'est un électrolyte. Généralement, c'est un mélange d'iode. Qui va servir à régénérer le colorant durant le processus de la cellule photovoltaïque. Et donc ce processus, une fois que le colorant il absorbe de la lumière, donc il va passer à l'état excité. Donc c'est la même chose que je vous ai dessiné avec la quinine. Donc ce que tu as dit au début, ce que tu as expliqué voilà. Tout début. Sauf que là on va absorber la lumière visible du soleil et puis le proche infrarouge si ça marche. Et donc une fois qu'elle est excitée, cette molécule elle va pouvoir plus facilement s'oxyder, c'est-à-dire perdre un électron, elle va l'injecter dans l'oxyde de titane qui est un semi-conducteur. Et depuis l'oxyde de titane, l'électron va pouvoir traverser jusqu'à l'autre électrode en alimentant un dispositif. Et du coup, en arrivant à la contre-électrode, il va y avoir une catalyse qui va permettre de transférer cet électron à l'iode, qui lui-même va venir régénérer le colorant en lui redonnant cet électron qu'il a perdu. Et donc là, on a un cycle fermé. Ouais. On développe des colorants qui sont situés en dehors de la vision de l'œil. On va pouvoir développer des cellules solaires qui seront totalement transparentes. Aujourd'hui, beaucoup de cellules solaires, notamment des technologies du silicium, par exemple, sont opaques. Oui. Ça, on les met sur les toits, etc. Et donc, l'idée, ce serait de développer des colorants qui sont sélectifs du proche infrarouge, donc qui n'absorbent la lumière que dans le proche infrarouge et pas du tout dans le visible, pour pouvoir avoir des cellules solaires totalement transparentes et incolores. Qu'on peut imaginer intégrer dans les façades des bâtiments, dans des petits objets du quotidien qui peuvent être portés. Par exemple, vous pouvez imaginer des sacs à dos où dessus il y a une petite bande photovoltaïque. Ça peut être des appareils qui sont aussi dans les intérieurs, des horloges, des choses comme ça. Et tout dépend après de l'efficacité de la cellule. Quelle sera la puissance qu'elle pourra délivrer derrière, quoi. Plus on monte en transparence, moins on peut facilement être efficace parce qu'on n'utilise plus les photons du visible. Donc c'est un peu un entre-deux compliqué à atteindre et il va falloir avoir des PCE, donc des rendements de photoconversion importants pour réussir à alimenter des dispositifs qui vont être utiles dans la vie de tous les jours. Et pour l'instant, il y a encore du boulot. Et au niveau du développement de molécules, c'est un résultat qui a été obtenu au laboratoire Sésame à Nantes par l'équipe de Fabrice Sodebel. Là où tu travailles. C'est ça. Et en fait, cette molécule a permis d'avoir un rendement de 4% et elle est plutôt stable dans la cellule. On voit qu'il y a une bonne transparence. Donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Et du coup, il y a encore des améliorations à faire. Et moi, j'arrive dans cette équipe avec toutes mes connaissances de conception de molécules proches infrarouges pour les mettre au profit. Et surtout, en fait, entre le domaine de l'énergie et celui de la bioimagerie, il y a beaucoup de similarités. Et peut-être qu'on va pouvoir appliquer des concepts de la bioimagerie à la production d'énergie pour pouvoir augmenter les efficacités des cellules. C'est un concept, c'est les dispositifs photocatalytiques à colorants sur lesquels l'équipe du Sésame travaille déjà pas mal, où on peut aller directement utiliser les matériaux, les concepts des cellules solaires à colorants, pas pour produire de l'électricité, mais pour aller produire directement des molécules d'intérêt, ici du dihydrogène.
Et donc le concept basé sur la photosynthèse artificielle, on singe la photosynthèse artificielle, est assez relativement simple mais particulièrement élégant. Où là cette fois-ci on n'a plus besoin de substrat de verre sur lequel on va fixer le dioxyde de titane. On a une solution colloïdale de dioxyde de titane. C'est des petites particules qui sont en suspension dans une solution aqueuse de l'eau, et on va aller adsorber directement le colorant dessus, donc par les mêmes méthodes qu'on utilise dans les cellules solaires à colorant. Et on va également co-adsorber dessus un catalyseur. Le catalyseur va être utile pour la production d'hydrogène, et donc cette particule est en suspension dans l'eau parce qu'il nous faut une source de protons pour pouvoir les réduire en dihydrogène. Et donc, le principe, encore une fois, on va irradier cette cellule photocatalytique à colorant. Le colorant va absorber de la lumière, et une fois qu'il va être à l'état excité, il va pouvoir injecter un électron dans la particule de dioxyde de titane. Et cet électron va être transféré au catalyseur. Le catalyseur, qui va avoir accumulé 2 électrons, va pouvoir réduire le proton, le H+, en dihydrogène et produire ce gaz. Donc là, c'est pour la production d'hydrogène. Cependant, là, ce qu'on remarque, c'est que le colorant, il a perdu un électron, donc il faut le régénérer derrière. Donc, pour l'instant, la technologie actuelle, c'est d'avoir un réducteur sacrificiel dans le mélange qui va venir régénérer le colorant. Et voilà. Et donc, on va pouvoir utiliser toutes les découvertes qui ont été faites dans les dispositifs solaires à colorant pour pouvoir les appliquer à ces cellules photocatalytiques, et aussi, pourquoi pas, tirer profit des radiations proches infrarouges. Je pense qu'il n'y a pas encore d'exemple pour dans ce domaine. l'instant.